L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix. Cette semaine au Vestiaire, on reçoit au sport local Mélanie Gaudreault qui va nous parler de soccer intérieur. Sport majeur, on va parler avec Pascal Harvey de la dernière série mondiale et du gros hiver à venir des Blue Jays de Toronto. Pour le volley football, on va recevoir l'ami Philippe Dufour. On va parler des Alouettes et de la grosse victoire du Carabin. Pauvre petit, il est assez triste pour son rouge et or. Pauvre petit. Évidemment, on parle aussi du gros début de saison du Canadien de Montréal. Bon vestiaire à tout le monde. Bon vestiaire. Au sport local, cette semaine, on a la chance de recevoir Mélanie Gaudreault, qui est la gérante de l'équipe féminine de soccer Les As de Baie-Saint-Paul. Salut Mélanie. Salut. Bonjour Mélanie. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation parce que là, tu vas venir nous parler d'une nouveauté à Baie-Saint-Paul, une ligue de soccer intérieur durant l'hiver. Donc, c'est d'où est partie cette belle initiative-là? C'est des filles qui jouaient au soccer féminin l'été à l'extérieur qui ont décidé de continuer l'hiver. Donc là, ils ont comme recruté des filles qui jouaient déjà avec elles cet été. Ils sont 15 filles en tout. Puis c'est ça, on a réussi à partir une ligue, à s'inscrire puis à continuer de jouer au soccer l'hiver, au soccer à 7 au lieu de 11. Dans le fond, c'est une ligue, vous êtes joint à une ligue à Québec qui existait déjà, si je comprends bien. C'est Baie-Saint-Paul. On a parti notre ligue, c'est la même ligue de l'été. C'est comme l'été, c'est juste qu'on continue l'hiver. OK. À la place d'être 11, les filles jouent 7 filles sur le terrain. Puis cette ligue-là, dans le fond, bon, elle avait déjà eu, vous connaissiez que ça existait déjà à Québec. Oui. Puis c'est-tu pas mal le même niveau de filles qui vont rencontrer l'été que l'hiver? Est-ce que c'est les mêmes équipes ou c'est complètement deux ligues C'est les différentes? mêmes équipes, mais pas nécessairement les mêmes filles, mais oui, c'est les mêmes équipes. OK. C'est les mêmes équipes qu'on rencontre l'été. Un petit peu dans les mêmes, Ouais. dans les mêmes villes puis tout ça, Ouais. ça s'entrecoupe. Oui. Vous jouez où à Québec, précisément? On joue à Marc-Simoneau, on peut jouer à l'Université Laval, à Chevaux, puis à Lévis, à Onco aussi. Fait qu'on a quand même des stades, c'est des stades synthétiques intérieurs, dans le fond. C'est ça, parce que c'est pas du futsal, là. C'est pas comme en gymnase, Non, c'est vraiment les grands terrains synthétiques. C'est les grands terrains synthétiques, c'est le même ballon qu'à l'extérieur, c'est les crampons, c'est vraiment comme si que ça serait à l'extérieur, sauf que c'est dans des stades sur du synthétique. Là, c'est faux, c'est des filles de Baie-Saint-Paul qui vivent ici, qui vont à l'école ici. Donc, pour s'entraîner, j'imagine que c'est un défi, parce que, à ce que je sache, il n'y a pas de terrain synthétique intérieur dans le coin. Là. Ça a été un défi. Dans le fond, on a réussi à avoir un soir semaine à l'école Forgette, ce qui est très petit. Fait que c'est sûr, quand les filles sont arrivées pour jouer au soccer à 7, c'était quand même une bonne adaptation, parce que c'est pas du tout la réalité, là. Mais ils sont quand même bien débrouillés, mais oui, c'est quand même un défi. Puis moi, de ce que je retiens, tu me dis, bon, fait que l'hiver, ils jouent à 11, puis là, ils sont à 7. Juste ça aussi, ça doit être complètement différent sur le terrain. Là. Oui, parce que les positions changent. Tu sais, ce que tu fais l'été, mettons que t'es à l'attaque, mais c'est pas la même tu couvres pas la même surface, c'est pas la même chose du tout, là. OK. Fait que c'est plus petit. Fait que, tu sais, mettons, mais c'est sûr que, mettons, t'apprends à plus couvrir ta fille. Tu sais, les passes, c'est plus rapide aussi, tu sais, à vraiment plus gérer tes passes, ta force. Parce que les terrains sont plus petits. Oui, les terrains sont plus OK. petits, oui. C'est pas la même dimension. C'est pas la même ça, dimension c'est très du grand tout. à l'extérieur, là. OK. Fait que c'est plus petit. C'est pas Donc, pareil. j'imagine que l'entraînement est plus axé sur j'imagine sur les habiletés. Oui, sur les habiletés qui sont à Personnel. travailler, oui, qui sont à travailler. Puis, tu sais, je pense que ça va vraiment les aider pour l'été prochain aussi. Parce que la technique est encore... tu sais, c'est plus petit, donc j'imagine la technique est encore plus présente. Puis, ils sont la même gang en plus, fait que la chimie va être encore plus forte cet été. Comme au hockey, quand tu pratiques sur la largeur de la patinoire plutôt que la longueur, Ouais, tu effectivement. vas développer tes habiletés puis ton... Bien, c'est pour ça qu'ils le font, je pense, maintenant. Oui, qu'ils coupent, c'est ça. Ils essaient d'aller chercher plus le côté technique. Puis là, tu me parles du noyau des filles qui étaient super motivées à refaire du soccer durant l'hiver. Fait que là, c'est pas mal le même bassin de filles qui se suivent depuis plusieurs années. Mélanie, qui jouent ensemble depuis les premiers niveaux depuis qu'ils sont de petites. soccer. Ça fait vraiment longtemps, puis ils sont tout le temps la même gang qui suit. Puis il y en a qui se rajoutent, mais c'est vraiment tout le temps le même noyau qui suit depuis plusieurs années, là. Depuis peut-être 4-5 ans. Là, c'est quand même... Ben oui, c'est quand même bon parce que c'est quand même pas à tous les ans qu'ils sont capables de faire des équipes de filles là, au soccer. Là. Moi, je sais que quand ma fille avait commencé, il y en avait quelques-unes, mais il n'était pas suffisamment de filles pour faire une équipe féminine. Fait que là, je présume que c'est une belle chance qu'ils ont de pouvoir se suivre puis évoluer dans leur sport. Ah oui, ils sont chanceuses, là. Puis, je pense que ça a été des premières depuis un bout quand même. Les premières, tu sais, la première cohorte de filles qui a réussi à suivre
Puis ce qui est beau, c'est que c'est une initiative des joueuses même aussi. C'est elles qui ont fait la demande, si on veut, pour continuer à jouer. Ah oui, ils aiment ça. T'sais, on voit que c'est des filles qui aiment ça, sont motivées, sont bonnes. C'est vraiment une belle gang. Puis c'est quel groupe d'âge, Mélanie, que cette équipe-là comprend? C'est secondaire 3, 4. Là, on est U15. On joue contre des... On est dans le U16 parce qu'il n'y avait pas assez de U15, mais nous, on est juste des U15. Okay. Il y a secondaire 3, 4. Fait que j'imagine qu'il y a 14, 15. L'objectif, c'est de continuer. Fait que probablement que la saison prochaine, là, ils vont se retrouver à leur vrai groupe d'âge de U16, ces filles-là, à ce moment-là, un peu encore dans les mêmes... Oui, dans les mêmes ligues. Probablement. Ça ressemble à quoi une semaine? Il y a, j'imagine, un match ou 2 par semaine, un entraînement? Ça dépend. Des fois, c'est aux 2 semaines. Des fois, c'est on a 2 de suite, ça dépend. C'est à tous les samedis. Puis on a un entraînement par semaine, qui est le jeudi. Puis l'entraînement, c'est vraiment, tu sais, les filles courent à chaque entraînement une demi-heure avant l'entraînement. Fait que quand même, après ça, ils font un petit peu de musculation, puis après ça, ils tombent sur la technique, puis... Puis c'est chapeauté par un groupe d'entraîneurs. Là, toi, tu es la gérante. C'est quoi l'équipe qui entoure On a cette vraiment une équipe-là? belle gang. Il y a Benoît Bradette, il y a Jonathan Lonto, il y a Hicham Nadji, puis il y a Valérie Morier aussi qui fait partie de l'équipe. Fait que non, on est vraiment une belle gang. C'est vraiment le fun. Ton rôle à toi là-dedans, comme gérante, Moi, dans le fond, c'est moi qui imprime la feuille de match. C'est moi qui annonce les matchs sur le groupe. Après ça, tu sais, mettons, plus de côté gestion. Tu sais, mettre comme... J'ai communiqué avec toi pour que Benoît puisse faire l'entrevue. Tu sais, aussi, tu sais, quand il y a des résultats, c'est moi qui le donne aux médias aussi. Tu travailles beaucoup dans l'ombre, là. Oui, beaucoup dans l'ombre. Tu vas derrière le banc quand même. Tu suis les filles parce Ouais. que tu as été quand même aussi l'entraîneur de ces filles-là, si je me trompe pas, dans les années passées Oui. en extérieur. Ça fait Ouais, longtemps ouais, que tu ouais. les suis aussi. Là. Oui, ça fait longtemps que j'y suis. Quand il a commencé, il n'y avait aucun entraîneur. Fait qu'on les avait comme pris. Puis après ça, Benoît est arrivé. Fait que là, ça a comme pris plus... OK. Mais toi, qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer dans cette équipe-là? C'est quoi ta motivation? La fille qui joue au soccer. C'est ça, ma motivation au départ. Là. Puis OK. après ça, des voir évoluer tout ensemble, c'est tellement le fun. Puis on est vraiment une belle gang, là, les entraîneurs. Puis Puis ça, tu les vois... En fait, tu le vois chez les filles, là. Ils ont une évolution personnelle aussi, j'imagine, là-dedans. ah oui, vraiment, vraiment. Ah oui, vraiment. Là, c'est pas pareil comme... même, tu sais, en fin de saison, on va arriver l'été prochain, puis avec la saison qu'on fait, on va tout voir chacun, la façon qu'ils évoluent. Puis non, c'est sûr qu'il y a un gros cheminement personnel qu'ils font, les filles. Puis la saison, elle se déroule de quand à quand? Là, on est parti depuis le mois de novembre, je pense. Puis je pense qu'on va jusqu'en février, dépendamment si on fait les séries ou pas, j'imagine. Puis ça va comment depuis le début de la saison? Bien là, c'est sûr qu'on a une adaptation. Les 2 premiers matchs ont été difficiles, mais là, on a gagné 3-0 samedi dernier. Ah, mais mon Dieu, félicitations. Fait qu'on était très Mais contents. les filles ont étaient pris contentes. leurs airs, comme tu dis, ils ont dû s'adapter là, de tomber dans un gymnase plus petit, à extérieur, sur du synthétique. Puis je présume que sur le synthétique versus du gazon naturel, c'est Non, pas du tout la même chose non plus. C'est pas là. pareil, puis le ballon rebondit plus. Puis c'est comme... C'est pas aussi grand non plus. Tu sais, t'as 4 joueuses de moins. Fait que, comme on disait tantôt, les positions changent aussi. Tu sais, c'est pas la même... Y a-tu plus de rotation vu qu'il y a moins de joueuses? Oui. Parce Oui, qu'à quand même. 15, là, ça prend quand même beaucoup de... Oui, Oui, ben, quand je pense même. que c'est la force probablement de votre équipe aussi, vu que vous êtes plusieurs filles, ça permet de rotationner, puis ça garde les filles un peu plus, Oui, un peu plus en forme. mais quand même, ils doivent commencer à avoir du bon cardio, là, faire Ah une oui, ils demi-heure sont en comme ça, forme. puis Ah oui, ils sont depuis en les forme. années qu'ils font du soccer. Mais écoute, c'est vraiment une belle équipe, puis c'est l'équipe, je crois, là, parce que là, on voit avec le gala du Frill qui s'en vient, qui avait gagné aussi Oui. l'équipe de l'année passée, hein? Oui. C'est le même noyau de filles qui... Oui, c'est le même noyau de filles. Donc, c'est vraiment un noyau fort. tu sais. Ben, c'est ça, je pense que il y a- vraiment, on n'a pas fini d'en entendre parler. Ça Non. va continuer à évoluer, c'est sûr, pour ces belles années à venir. En terminant, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la saison ou qu'est-ce qu'on souhaite aux joueuses pour la saison? Écoute, qui s'amusent, qui évoluent, puis qui s'épanouissent dans tout ce beau sport-là. Ah non, c'est ça. Bien, merci beaucoup, Mélanie. Ben, On vous merci à souhaite vous. vraiment aux joueuses de belles saisons puis de bien continuer à s'épanouir parce que c'est important, je pense, Oui. de se réaliser autant sportivement que personnellement là-dedans. Parfait. Merci. Merci. Si vous êtes comme moi ou vous n'êtes pas remis encore de vos émotions, les Blue Jays ont malheureusement perdu la Série mondiale. Oui, c'était une belle saison, mais ça fait encore très mal au cœur. Pour en parler avec nous autres, Pascal Harvey. Bonjour, Pascal. Bonjour à vous deux. Salut. Est-ce que tu as fini de pleurer? As-tu séché tes pleurs? Écoute, j'ai pas versé aucune larme.
J'ai regardé ça très froidement parce que à la base, je suis pas un partisan des Jays, mais pour ce qui est de la Série mondiale contre les Dodgers, ben écoute, je me suis rallié là, à la ferveur qui régnait à ce moment-là. La seule équipe canadienne, le Canada contre les États-Unis, dans le contexte qu'on connaît, c'était du bonbon. Là. On pourrait écrire un livre là, au complet sur cette Série mondiale-là. Moi, depuis que j'écoute le baseball, ça fait quand même quelques années, cette Série mondiale-là, c'est une des plus relevées que j'ai vues là, au cours des dernières années. Moi, je lui donne une note de 8,5 sur 10 facilement. Il y a eu des mélodrames, il y a eu des histoires de fous. Il y a eu un match de 18 manches là-dedans. Ça s'est rendu en 7 parties. Peu de gens prévoyaient justement que les Blue Jays allaient l'emporter. À peu près tout le monde avait dit que les Dodgers vont gagner cette série-là facilement, mais ça n'a pas été facile. Il a fallu, au cours du 7e match, que les Dodgers envoient 1,3 milliard de masse salariale au monticule. Vous avez bien entendu, 1,3 milliard de masse salariale au monticule pour venir à bout des Jays. Ça, c'est juste 4 lanceurs. Ils en ont utilisé plus que 4, là, mais c'est les 4 partants qui ont œuvré. Là. Il y en a 3 qui ont œuvré en relève, évidemment. Mais si les gens avaient encore des doutes que des championnats, ça s'achète, bien, on en a la preuve depuis 2 ans. Là. Surtout au baseball. C'est ça. Puis avec cette masse-là, il fallait qu'il gagne rendu là. Tu ne peux pas avoir tout cet argent-là sur la table puis laisser échapper cette série-là, comparativement à ce qu'on retrouve chez les Blue Jays. Là. Mais vraiment, ça a été... Je pense que ça va avoir écrit une partie de l'histoire du baseball, là, ce match-là. C'était romantique. C'est une série romantique, je trouve. C'est une série romantique, c'est une série qui a plu à tout le monde. Les partisans des Jays, oui, sont déçus, mais en même temps, l'année passée, ils étaient derniers de leur division. Ils sont revenus pour gagner le titre de leur division une année plus tard. Ils ont vaincu les Yankees, leurs grands rivaux en série de la Ligue américaine. En championnat de la Ligue américaine, ils ont battu les Mariners de Seattle, encore là, en 7 parties. Se sont présentés contre les Dodgers, encore là. Plusieurs experts prévoyaient une victoire des Dodgers en 5 matchs. On donnait une petite victoire aux Blue Jays. Ils ont complètement changé la série de côté quand ils sont allés chercher des matchs à Los Angeles. Ils sont revenus. Malheureusement, c'est les Dodgers qui l'ont rejoué le même tour à Toronto. Mais moi, je pense que le match de 18 manches, il a quand même eu son utilité pour les Dodgers parce que Schneider, il a bien géré son équipe, mais peut-être que dans le match de 18 manches, il a sorti certains de ses joueurs réguliers un petit peu trop rapidement comparativement à Dave Roberts qui a gardé certains vétérans un petit peu plus longtemps. Puis oui, ça aurait pu aller d'un côté ou de l'autre. Rendu là, ils ont joué 2 matchs. Mais tu sais, ça a pris Freddie Freeman. Mais Freddie Freeman, là, Dave Roberts, il aurait pu le sortir du match avant ça. Tu sais, c'est un vétéran parmi tant d'autres, mais c'est le vétéran qui a fait une différence. Il avait fait la différence dans la Série mondiale contre les Yankees l'année passée. Bien, il aurait fait un peu la même affaire cette année là, contre les Blue Jays. C'est difficile d'en vouloir aux Jays parce qu'ils ont pratiquement tous bien joué. Il n'y a pas de joueurs qui ont déçu. Au contraire, même, je pense qu'il y en a qui ont surperformé. Des belles surprises. Puis il y a eu des belles histoires aussi. Bien, il y a eu d'abord et avant tout Vladimir Guerrero qui a joué son rôle d'un joueur qui venait de signer un contrat de 500 millions. Vladimir a bien joué tout au long des séries, en série mondiale également. La révélation, c'est Addison Barger qui a frappé pour 480 en série mondiale. Il a frappé un grand chelem comme frappeur suppléant dans le premier match. C'était la première fois que ça arrivait, là, qu'un frappeur se présentait là, comme frappeur suppléant puis réussissait un grand chelem en série mondiale. Ça, encore là, c'est une belle histoire. Barger, j'ai écrit un texte sur lui en fin de semaine pour dire qu'il avait tout pour devenir un joueur étoile dans le baseball majeur. Il a 25 ans. Les Blue Jays vont pouvoir bâtir autour de joueurs comme lui. Bichette, ça se peut qu'il décide d'aller jouer ailleurs. Mais je veux dire, la relève est bonne. Il y a des joueurs comme Ernie Clement que personne n'attendait. David Schneider qui a joué un rôle. Puis le joueur que moi je voudrais mentionner, qui a 22 ans, c'est Trey Yesavage, le lanceur partant. Il a commencé dans le niveau A cette année. Ben oui, il a lancé dans le 2A, il a lancé dans le 3A. Il a lancé 2 matchs en série mondiale. C'est quand même pas rien. Ouais. Ce lanceur-là, c'est l'année de son repêchage, c'était le meilleur joueur de son repêchage. Puis il a abouti chez les Jays. Fait que s'il y a un joueur sur lequel tu veux bâtir un lanceur partant avec toutes les qualités permises, c'est Trey Yesavage.
Fait que est-ce que tu dis qu'à ce moment-là, on devrait commencer chez les Blue Jays à travailler peut-être un contrat intéressant puis offrir quelque chose déjà là sur le long terme ou on laisse encore faire il y a encore ses preuves à faire. Oui. Il y a encore ses preuves à faire. Il n'y a pas une saison complète dans le baseball majeur, loin de là. On l'a rappelé à la fin de la saison. On va voir au camp d'entraînement comment ça va se passer. On va voir en début de saison 2026. Il va falloir qu'il soit bien entouré dans la rotation des partants. Il ne faudra pas que ce soit le premier partant de l'équipe à 22 ans, évidemment. Mais avec les vétérans qui sont encore dans l'équipe et qui risquent d'être là encore quelques années, je pense qu'on va pouvoir bien l'entourer. Parlant de vétérans, Max Scherzer, ça serait très surprenant qu'il revienne à Toronto. Je veux dire, il est âgé. Il a un passé lié aux blessures qui est quand même assez lourd, malgré qu'il a tout donné. Hein, vous l'avez vu. L'attitude de Pitbull, on l'a vu en série. Il n'a pas l'air gentil quand il lance. Il n'a vraiment pas de l'air gentil. Il n'a même pas été gentil avec son gérant quand John Schneider a voulu le retirer du monticule, vous vous en souvenez. Ouais. Puis quand il lui a... En fait, c'est Scherzer qui a convaincu Schneider de l'utiliser comme partant dans le cadre de la Série mondiale. Mais quand un vétéran qui a déjà lancé des matchs numéro 7 en Série mondiale te dit « Donne-moi la balle, je sais quoi faire avec », tu n'as pas le choix de l'écouter. Surtout un vétéran comme Max Scherzer. Puis on aurait pu avoir quelque chose d'intéressant, puis les Dodgers n'ont même pas eu à l'utiliser. Mais Clayton Kershaw, le gaucher du côté des Dodgers, imaginez, puis ça aurait pu arriver, là, mais que Scherzer affronte Kershaw, deux lanceurs hyper expérimentés, deux gagnants du trophée Cy Young. Ça aussi, ça aurait été du bonbon, puis ça aurait permis là, de réécrire l'histoire. On a beaucoup attendu Ohtani durant la Série mondiale. Je pense que les gens l'ont quand même bien géré. Quand ils l'ont affronté, parfois on a des débuts sur balle, mais c'est vraiment Yamamoto, je pense, qui est ressorti là, comme joueur d'exception. C'est encore là, c'est un Japonais. Il a connu une bonne saison, mais je veux dire, il a vraiment fait la différence en série. Qu'on parte de la série contre les Brewers, contre les Phillies, contre les Blue Jays, il a vraiment, mais vraiment été dominant. On a rarement vu un lanceur partant, en fait, être aussi dominant lors d'une série mondiale et en série en général. Puis Yamamoto, ça va être le meilleur lanceur des Dodgers pour les années à venir. Tu sais, Ohtani, c'est un joueur d'exception, là, on le sait. Mais je veux dire, c'est un joueur à deux volets. Donc, on va vouloir peut-être un jour, qu'il lance moins pour lui permettre de plus frapper. Mais n'empêche que tant qu'il va être capable de faire les deux, on va lui permettre de le faire. Mais Yamamoto cette année. Puis il y a même un lanceur japonais qu'on n'a pas vu beaucoup, qui a débuté la saison comme lanceur partant. Sasaki, qui a terminé la saison comme lanceur de relève parce qu'on n'avait plus de place. On n'avait plus de place dans la rotation des partants. Mais ce nom-là, Roki Sasaki, ça va être un lanceur à retenir aussi du côté des Dodgers. Vous savez que les Dodgers seront pas mal pris. Hein? Il est très jeune. Il pourrait même gagner la Série mondiale une 3e année consécutive. Là. Ils ont tous qu'un bassin de joueurs, effectivement. Mais je pense vraiment que suite à cette série-là, on a tous été émotifs là, de voir la défaite un peu crève-cœur, mais tu sais, je pense qu'on peut tellement être reconnaissant des Jays de nous avoir fait connaître aussi bien le baseball dans toutes les maisons au Canada. Puis ma question, c'est est-ce que là, on va avoir des attentes un petit peu trop élevées pour la prochaine saison? Ce serait quoi ton feeling sur ce qu'on doit s'attendre? Je pense pas qu'on ait des attentes nécessairement trop élevées envers les Blue Jays. Ils jouent quand même dans une division qui est assez forte avec les Yankees, avec les Red Sox. Peut-être réaliser encore qu'on est capable de faire les séries. Arriver en série confiant comme on le fait, ce serait déjà un bel accomplissement. Mais il ne faut pas tomber dans le piège qu'on s'est rendu en série mondiale, on est bon, on est beau, on est jeune, on est capable. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là parce qu'à chaque camp d'entraînement, c'est à recommencer à chaque début de saison. Puis vous savez comme moi qu'une saison de baseball, c'est long. Hein? Il peut s'en passer des choses. Ça commence au mois d'avril. Là. Puis il peut y avoir des joueurs qui vont être blessés. C'est pour ça qu'actuellement, la structure de l'équipe au niveau du développement des jeunes joueurs, comment on incorpore ces jeunes joueurs-là dans l'alignement régulier, va permettre aux Blue Jays justement de bien gérer les attentes. Puis un gérant comme John Schneider, il commence à avoir un petit peu d'expérience quand même dans le baseball majeur. Lui, il va être en mesure de dire à ses joueurs, écoutez, un match à la fois, on va se présenter en série, puis il peut arriver n'importe quoi à ce moment-là. Mais tu sais, déjà de dire l'objectif, c'est les séries, puis rendu là, peu importe, je pense que ce serait quand même l'attitude à adopter. Là.
Es-tu inquiet que les Blue Jays perdent des joueurs? On parle beaucoup de Bo Bichette, entre autres. Là. Est-ce que tu es inquiet qu'ils perdent des gros noms? Tu sais, le fait que les Blue Jays se soient rendus en série mondiale, ça va quand même avoir un effet d'attractivité intéressante. Il y a des joueurs qui vont vouloir venir à Toronto dorénavant. Puis tu sais, Toronto, c'est pas une mauvaise destination. Toronto, il y a de l'argent pour attirer des joueurs autonomes. Mais c'est sûr qu'à choisir entre les Dodgers, les Yankees, les Blue Jays, ben les Blue Jays tombent toujours un peu bon troisième. Mais le fait de les voir en série mondiale, perdre en 7 matchs, avoir un bassin de joueurs potentiellement très intéressant, avoir signé Vladimir Guerrero pour plusieurs saisons, ben oui, si on perd Bo Bichette, ben du moins, on va pouvoir récupérer peut-être un bon joueur d'arrêt-court qui va venir se joindre à l'équipe, quitte à en développer un. Mais un joueur d'arrêt-court, ça ne se développe pas du jour au lendemain. Il faut le repêcher, il faut le trouver, il faut le dénicher, il faut le développer, puis ça ne prend pas 1 ou 2 saisons. Tu sais, Trey Savage, là, de le voir gravir les échelons aussi rapidement, c'est une exception. Là. Vous ne verrez pas ça chez des joueurs d'opposition, puis lui, c'est un joueur d'exception. Mais de perdre Bo Bichette, de perdre peut-être 1 ou 2 lanceurs par temps, bien, je pense que l'état-major des Jays va être en mesure, sur le marché des joueurs autonomes ou au moins sur le marché des transactions, d'aller combler des vides éventuels. Écoute, en terminant, Pascal, financièrement, est-ce que Rogers est content? Rogers ne peut pas être plus heureux qu'actuellement. Je veux dire, c'est rare que les Blue Jays n'ont pas joué à guichet fermé cette saison. En série, ben écoutez, je pense qu'il aurait pu vendre 2 fois le Rogers Center à chaque match. Là. Les produits dérivés, écoutez, il y avait le pays au complet derrière eux. Puis c'est quand même une autre belle histoire. Puis on avait vécu la victoire des Raptors, je pense, en 2019, qu'ils avaient gagné le championnat de la NBA. Oui, de North, ben je pense que les Blue Jays ont réussi à amener un pays au complet à croire en leur chance. Puis oui, Rogers a fait plein d'argent, mais c'est bon signe parce qu'ils vont peut-être pouvoir attirer et payer des joueurs à leur juste valeur. Oui, puis avec Noël qui s'en vient, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à l'effigie des Blue Jays demandées par les enfants sous le sapin, ça c'est ça. Puis pour les plus grands aussi, là, je pense que ça va être gagnant. Beaucoup de Vladimir Guerrero Jr. sous le sapin cette année. Tout à fait. Merci Pascal. Puis, merci Pascal, c'était vraiment intéressant. Puis écoute, on va suivre ça de près. On a presque hâte déjà que ça recommence. On a tous été un peu j'ai hâte, en tout cas. Captivés. Ben écoute, moi j'étais pas une fan de baseball, puis je veux dire que cette année, ils m'ont eu... je me suis fait attraper. Puis on a eu vraiment du plaisir à les suivre. Fait qu'on va se rejaser de ça, c'est sûr, au printemps. Absolument. Merci Pascal. On invite les gens à te suivre au passionmlb.com. Oui. Merci. Alors, c'est l'heure du segment football. Et pour ce faire, on rejoint l'ami Philippe Dufour qui est là avec nous pour en jaser. Puis là, Philippe, on va commencer par parler de football universitaire. Fais attention, il est fragile. Oui, mais moi, je suis vraiment contente parce que moi, je suis à l'Université de Montréal, j'ai étudié là-bas, puis les Carabins qui ont gagné sur l'Université Laval, c'est comme la consécration suprême pour la fille de l'Université de Montréal en moi. Mais toi, comment tu prends la défaite? C'est une dure défaite, Valérie. J'anticipais ce moment de venir en parler avec vous autres. On est content que tu sois là. Ouais, ben écoute, Valérie, Mathieu, je vais vous le dire, les Carabins qui se présentent à Québec. Match très hostile au PEPS devant plus de 25 000 personnes pour la première édition de la Coupe Jacques Dussault qui vont chercher cette grosse victoire-là par un pointage. Écoutez que ça n'avait pas de bon sens. Le 31-29, ça a été serré. On a eu une remontée, tout ça. Je le donne aux Carabins. Fait que Valérie, je te félicite pour ta victoire, toi qui es une ancienne de l'Université de Montréal. Très belle compétition, très beau match. C'est clair qu'on est un petit peu déçus de mon côté, qui est un ancien de l'Université Laval, surtout pour les gars de dernière année. On parle notamment d'Arnaud Desjardins qui finit un petit peu sur une note amère son super parcours universitaire. J'aurais aimé le voir continuer de gagner une dernière Coupe Vanier, dans son cas, lui qui était une dernière année, mais non, ça a été tout un spectacle. Le match s'est déroulé, vous avez vu, les Carabins ont commencé en dominant littéralement là, l'Université Laval. On est allé mettre des points importants, on dirait que le match était à sens unique, tout allait bien pour les Carabins. On menait par 20 points à la demi, là, donc 28-8.
Quand on est revenu de la demi, écoutez, là, on a vu le Rouge et Or qui s'est mis en marche, quelques belles passes complétées, un jeu truqué sur une unité spéciale, on a commencé à mettre des points. On a notre botteur aussi qui a bien fait, qui a mis quelques placements. On s'est rapproché jusqu'à la dernière séquence là, offensive où on a échappé quelques passes. On a eu une controverse aussi au niveau d'une possible... écoutez, là, d'un mauvais call de l'arbitrage où il y avait peut-être interférence sur un receveur, mais bon... qui sommes-nous pour juger, hein? Surtout moi. C'est sûrement pas ça le call bizarre du match. Là, non, mais... Généralement, ça va des deux. Ça balance. Là. Puis il y a un joueur de l'Université Laval, je me souviens pas lequel, qui s'est fait interviewer après le match. Puis quand ils ont posé la question, j'ai trouvé beau ce qu'il a dit parce que il dit « Mon père m'a toujours dit que je pouvais pas arbitrer puis jouer en même temps. » Fait qu'il dit « Il y a des choses comme ça qui arrivent parce que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. » Fait que, tu sais, je trouve qu'il a vraiment été diplomate parce qu'effectivement, c'est facile de se prendre par les émotions, mais écoute, l'arbitre a aussi une tâche assez ingrate. Donc, ça fait partie du sport. Oui, puis ça, c'est un message-là. Tu cites Olivier Cool, là, qui a une super carrière universitaire, un super receveur, un des meilleurs au pays. Justement, son père qui a joué Ligue junior majeure du Québec. Là, donc oui, en effet, il a très bien parlé. Il sera de retour, lui, l'année prochaine. Donc, on aura des très bonnes armes du côté de l'Université Laval qui reviennent l'an prochain. On a une très bonne défensive, pratiquement le même noyau qui revient l'année prochaine. Avec cette victoire, comme je disais, bravo aux Carabins, on s'en va à la Coupe UTEC. Évidemment, on est favori, hein? On se prend contre St. Mary's, équipe des Maritimes. Bon, ça fait des années là, qui n'ont pas été en finale de la Coupe UTEC. Je pense que ça fait une dizaine d'années. Donc, ça sera samedi prochain à Halifax. On a quand même certains enjeux du côté des Carabins. Halifax, c'est pas la porte d'à côté. Donc, une équipe qui va prendre l'avion, qui va se déplacer, qui va jouer en terrain hostile. Les équipes des Maritimes, toujours du gros football physique, année après année. Peut-être un petit peu moins technique, peut-être un petit peu moins de profondeur au niveau des joueurs, mais ils donnent toujours des matchs très physiques aux opposants. Ils ne donneront pas cette game-là. Donc, les Carabins favoris contre St. Mary's, mais ça va être un défi pour cette équipe-là là, qui vont être sur la route. Surtout qu'il y a un jeune quart en plus, les Carabins. Oui. Surtout que c'est un jeune quart chez les Carabins. Hein? Oui, exact, encore recru, Pepe Gonzalez. Mais écoutez, il y a eu une super saison jusqu'à maintenant. On ne s'attendait pas à une grosse saison de lui, mais un carrière recru, ça reste une recrue. Donc, on voit s'il va avoir des nerfs d'acier dans des grandes occasions. J'ai hâte de voir s'il va être capable de garder la pression face à un match aussi important sur la route. Ça va dépendre de la température aussi. Hein. Dans la conférence atlantique, on peut s'attendre à tout, neige, froid. Donc, on verra comment ça va se passer de ce côté-là. Du côté de la Coupe Mitchell, c'est les Huskies de Saskatchewan qui vont jouer contre l'Université Queen. Donc, dès la fin de semaine, on aura nos deux participants à la future Coupe Vanier. Donc, j'espère que vous allez regarder ces matchs-là de très grande qualité. Il n'en reste pas beaucoup du côté de la Ligue universitaire. Après ça va être de retour seulement pour l'an prochain. Écoute, samedi, on écoute le football universitaire et dimanche, on écoute la Coupe Grey qui va mettre en vedette les Alouettes de Montréal qui ont remporté le match contre les Tiger Cats d'Hamilton. Victoire serrée, mais c'est une belle victoire, Philippe. Très serré, écoute, 19-16. C'est un match d'échecs là, pour ceux qui ont regardé la partie en fin de semaine. Très défensif, du très bon football. Écoutez, une super de belle finale. Moi, j'ai juste une chose à dire. Là. Je pense qu'on a gagné. Oui, on a des très bons éléments. Davis Alexander qui a sorti des très beaux chiffres, là, notamment 210 verges de passe, mais 64 verges par la course. Corps arrière dans la CFL, c'est très important d'avoir des jambes. Tu sais, pour un jeu qui est 80% de jeu de passe, il faut être capable, excusez-moi l'anglicisme, de scramble, d'être capable de sauver des situations, des blitz, des pressions, puis d'aller chercher des verges importantes avec les jambes pour aller chercher les premiers essais. En deuxième demi, Davis Alexander a très bien fait. Mais pour moi, la vedette de ce match-là, c'est notre batteur de précision, José Maltos Diaz. Hey, 4 placements pendant la rencontre. Canon, donc 41 verges à la fin. Hein? Incroyable, tu sais, 45 verges contre le vent. Il y avait le match sur le bout des orteils, puis il a réussi, il n'a pas coulé sur la pression. Quand on dit que presque 90% des points de ton équipe dans la finale viennent de toi, on le sait, la Ligue canadienne, c'est une ligue d'unité spéciale, mais ce gars-là avait de la glace dans ses veines pendant ce match-là. C'était très impressionnant à voir. On a vu Alexander qui s'est presque blessé. Tu sais, maintenant, on l'a vu, il s'est tenu la cuisse. Après ça, on l'a vu moins courir un petit peu. Là. T'es-tu inquiet pour la Coupe Grey? Parce que c'est quand même un joueur important.
Ah, moi, je suis pas inquiet. Écoute, en effet, c'est un joueur important. Puis si lui était blessé, je pense qu'on pourrait craindre, on pourrait être stressé un petit peu du côté des Alouettes. Mais je l'ai entendu là, dans son entrevue d'après-match qui disait il est hors de question que je joue pas la fin de semaine prochaine. Écoutez, il y a peut-être eu un petit début de claquage ou quelque chose à la cuisse. En effet, on a eu peur. Il va prendre soin de lui, je suis sûr, cette semaine. Puis tu sais, la semaine prochaine, c'est la Coupe Grey, c'est do or die. On a plusieurs mois pour se reposer après, de revenir de nos petits bobos, l'adrénaline. Puis je pense que l'équipe va faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de douleur pour le match. Je pense qu'on peut compter sur sa présence en fin de semaine. Il n'y aura pas de grosse semaine d'entraînement. Il va pas donner un dernier match. L'équipe des soigneurs va être à son chevet. Puis on sait tous les petits trucs qu'il peut avoir pour soulager les grosses douleurs. Fait que là, c'est dimanche, la Coupe Grey. À quel endroit que ça a lieu, cette Coupe Grey-là, cette année? On est à Winnipeg cette année et je veux juste finir aussi sur le match pour dire que la défensive des Alouettes gagne des matchs, mes amis. Je vous le dis, on a quelque chose de spécial au niveau de cette défensive-là. On avait peur un peu au niveau de la ligne défensive au début de la saison, mais on trouve toujours un moyen de gagner. On sort des matchs exceptionnels. Deux bons Québécois aussi, là, Marc-Antoine Decoy et Joseph Quentin-Arcou qui ont sorti des gros matchs. Quentin-Arcou, un gros bonhomme, plus de 220 livres, un secondaire. Je le vois couvrir des receveurs qui pèsent 30 livres de moins que lui. Non, on donne tout ce qu'on a du côté de la défensive, puis ça donne des super résultats. J'ai confiance pour le match en fin de semaine. Tu sais, deuxième fois en 3 ans au match de la Coupe Grey pour la troupe des Alouettes. Non, je pense qu'ils ont le vent d'un voile, puis je pense qu'on va avoir un très bon match, malgré qu'ils se battent contre une équipe très explosive avec les Rough Riders. On l'a vu dans les derniers matchs de série. C'est une équipe qui est capable de beaucoup, qui est capable d'exploser dans les bons moments. Dernière fois que se sont rendus à Coupe Grey, c'est 2013. Fait qu'on va avoir le couteau entre les dents du côté de la Saskatchewan, puis j'ai bien hâte de voir cet affrontement-là. En plus, il y a Andrew Harris, qui est le cadre des Rough Riders, et l'ancien cadre des Alouettes de Montréal, puis il aime ça, jouer contre les Alouettes, lui. Ça va amener un petit quelque chose de spécial, en effet. Ah oui, ça risque d'être bien intéressant. Fait qu'écoute, on va suivre ça avec attention. On va avoir l'occasion d'en jaser dans un futur vestiaire. Qui va gagner? Oh, les prédictions. Écoute, moi, mes prédictions, je mets... ça va tirer, je mets Alouette par 7. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça va ressembler à ça. Alouette par 3 ou 4. Moi, je le mets plus serré encore un petit peu. Écoute, moi, entre les deux, je vais dire par 6. Fait qu'on verra qui a raison. Merci à vous deux. On prend une gorgée d'eau, on revient, on parle avec de du hockey. hockey. Salut Philippe! Il est concept, c'est effrayant. Rebonjour! Fait qu'on va parler du Canadien, de son début de saison extraordinaire. Écoutez, on va encore rêver cette année probablement aux séries, puis tu sais, à la Coupe avec toute la belle jeunesse qu'on a dans l'équipe. Mathieu, je te poserai une question en commençant. C'est qui les joueurs là, qui ressortent le plus selon toi depuis le début de la saison? Si j'en prends un, je dirais Cole Caulfield, qui marque des buts à profusion. C'est une peste littéralement autour du filet. Il trouve toujours la faille, exactement. Sinon, en défensive, j'aime beaucoup Noah Dobson. Noah Dobson qui apporte beaucoup de stabilité. Lui et Mike Matheson, les deux sont solides, sont fiables, ils peuvent jouer contre n'importe qui. Donc, je te dirais, c'est mon top 3 du côté des joueurs. Philippe, qu'est-ce que tu en penses, nouveau fan du Canadien? Écoute, cette année, en effet, oui, numéro 1, ils sont électriques, nos Canadiens, cette année. Non, ils donnent le goût de regarder le hockey. Là, on a quelque chose qui se tient. On a toujours des matchs à portée de main. On est compétitif. C'est vraiment le fun à regarder, très excitant. Ça nous amène à nous poser des questions, par contre. Toi, Mathieu, qu'est-ce que tu penses de ça, là, quand on a... un gardien partant, une année qui finit qu'une bonne saison, que finalement on a de la misère à y faire confiance, on fait des essais avec notre deuxième, on revient avec le premier. Je trouve que c'est difficile pour la confiance peut-être de nos gardiens. Comment tu vois ça, toi, les moves du Canadien dernièrement là-dessus? C'est des professionnels. Tu sais, un gardien, une saison, c'est 82 matchs, donc un gardien va en garder 40, 50, numéro 1. Ça peut pas être tous des bons matchs. Oui, peut-être qu'il y a eu une petite faiblesse, mais même faiblesse, c'était... Mettons le match contre Philadelphie, là, c'est peut-être marqué 3 buts en début, mais... C'était un 5 contre 3, c'était un 5 contre 4. Donc, je trouve que les gens sont sévères envers Montembeault. Au final, il se replace, il gagne des matchs. Mais moi, j'ai trouvé sévère. Pour l'instant, il n'est pas... Ça reste un gardien à 3 millions. Tu vas jouer dans la confiance à quelqu'un. Là, quand tu l'enlèves à la seconde qu'il y a une erreur, puis tu montres que l'organisation a moins confiance en toi. Puis je pense que c'est dur de revenir semaine après semaine, de dire, bon, ça va-tu être moi? Est-ce que je l'ai mérité? Est-ce que je vais avoir mon poste? Je pense que c'est difficile pour un numéro 1. Puis je pense qu'on devrait peut-être plus le respecter et lui donner plus de matchs pour s'ajuster.
Oui, puis je pense qu'il y a l'autre chose aussi, c'est sûr que Montembeault a fait ses preuves. Là, on a vu Dobèche qui est quand même, j'ai l'impression, en début de carrière, on le sent très fragile là, avec sa conférence de presse qui nous a tous pognés au cœur avec ses Oui, il a pleuré, que... hein, c'est ça. Moi, là, je pense qu'il va falloir que c'est ça. Montembeault, lui aussi, peut-être c'est un peu ce qu'il voulait faire. Il voulait peut-être le shaker un peu pour après ça qu'il prenne sa place de numéro 1 puis que là, il fasse ce qu'il a à faire devant le filet. Je pense que ce que l'équipe essaie de faire, c'est de doser les matchs. Parce que, veut pas, avec les Olympiques, il va avoir quand même un mois pour pratiquement pas de hockey. Il va y avoir beaucoup de matchs rapprochés. Des 3 matchs en 4 soirs, des 2 matchs en 3 soirs, des 2 matchs en 2 soirs. Tu peux pas donner à ton gardien 50 matchs. Je pense qu'il essaie beaucoup de doser l'énergie. Ils vont peut-être finir ça à 45, 37, quelque chose comme ça. Quasiment moitié-moitié. C'est correct. Puis Dobèche, c'est un gardien hyper émotif. On le voit, il est très combatif devant son filet. Est-ce que c'est ça? Oui, je pense qu'il s'est tout laissé emporter parce qu'il était très déçu de lui-même. Mais je pense que le Canadien a toutes les ressources pour le supporter. Là. Ça, je sais pas, ça m'inquiète. Moi, je vous dirais que ça m'inquiète plus ou moins. Là, ça reste un jeune qui a eu un moment émotif, il était déçu de sa performance. Puis même à ça, déçu de sa performance, il n'y avait pas nécessairement mal gardé. Mais je pense que c'est comme tu dis, là, je pense que le Canadien a vraiment un travail à faire pour l'encadrer. Ça semble être un gardien, on le voit par sa façon de fonctionner, sa méthodologie. J'ai l'impression qu'il est vraiment très cartésien, puis que des fois, quand ça bifurque un peu, c'est plus dur après ça de se recentrer. Il fait peut-être trop d'annonces, il fait peut-être trop de publicité de Poutine. Oui, Montembeault, c'est un autre dossier. Avec Mike, elle est bonne pareil, celle-là. Ouais, exactement. Mais sinon, en général, êtes-vous satisfait? Ah, tout à fait. Moi, 100 %. Puis, en tout cas, je trouve que les voir jouer, justement, la cohésion, les petites étincelles, ils sont capables de se voir sur la glace. Les jeunes, c'est magnifique à voir jouer. Puis, comme tu disais au début de l'entrevue, c'est toutes les équipes. On a affronté quand même plusieurs équipes jusqu'à maintenant, puis c'est le même constat. Ils sont capables vraiment d'affronter tous les types de joueurs par leur belle énergie. Même chose de mon côté. On a des très bons éléments si on réussit à pas trop avoir de blessures, à garder une certaine constance. Écoute, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais notre premier trio, là, c'est un top 3 NHL en ce moment. Là. On est très productif, on a de l'énergie, on est partout, on a du gaz, comme on dit. On a des éléments pour aller loin cette saison, je pense. Donc, il est très tôt au début de saison, mais c'est de très bon augure pour 2025-26. Écoute, en terminant, je pense qu'il faut... Il y en a 2 joueurs hyper talentueux qui sont Demidov et Hudson. Les voir jouer ensemble, les deux, c'est beau. C'est magique, là, sérieusement. Là, ces 2 poètes, là, ils sont vraiment impressionnants. Quel talent! Oui. Puis, tu sais, je pense qu'on a enfin l'apogée de la reconstruction qu'on nous parle depuis des années. Là, on est rendu là, puis on le sent qu'on est là. Avec ces jeunes-là, c'est magnifique. Fait que je pense qu'on n'a pas fini d'en parler dans cette saison du vestiaire. On va reparler du Canadien parce qu'il risque de nous rendre la tâche facile d'avoir plein de beaux sujets à vous apporter. Merci à vous autres. Allez, merci Philippe d'avoir été là. Merci Philippe, merci Valérie, puis merci à vous à la maison d'avoir été là. Merci à l'équipe technique qui travaille très fort pour vous donner une bonne émission. Merci aux commanditaires, merci aux invités, aux chroniqueurs, puis nous on se revoit dans 2 semaines.